vous faites des projets de sciences dans vos classes, il se peut que vous ayez la possibilité de choisir votre projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une liste d'idées possibles de projets pour vos classes de sciences. Donc, lorsqu'on fait nos projets, on a toujours toutes sortes d'idées. On peut créer des choses, faire des maquettes. Ici, ce sera des sujets beaucoup plus scientifiques. Et bien sûr, vous pouvez prendre ces idées et développer votre idée. N'oubliez pas qu'en science, c'est important d'avoir les idées, mais expérimenter pour avoir des résultats et les analyser, ça, c'est important. Alors, si on regarde les projets que vous pourriez faire dans vos classes, le premier qui est toujours intéressant, c'est le battement de cœur. Avec le battement de cœur, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ceci dans les classes de sciences lorsqu'on a 13, 14, 15, 16 ans et même lorsque moi je vais au gym et que j'ai mon entraîneur. Le battement de cœur ou les battements de cœur sont affectés par les mouvements du corps. Ça veut dire que lorsqu'on a un projet, c'est important d'avoir une question. La question pourrait être, par exemple, comment est-ce que les battements de cœur, comment est-ce que, voyons voir, les battements de cœur sont affectés par, voilà. Donc, les battements de cœur, c'est basé sur nos mouvements. Donc, lorsqu'on fait des activités physiques, on utilise l'oxygène. Il y a des déchets produits qui sont surtout le CO2, et notre corps n'aime pas le CO2. Donc, notre cerveau et le système nerveux dit, OK, il faut éliminer les déchets qui est le CO2. Le battement de cœur augmente, ça permet d'éliminer les déchets, le CO2, et d'apporter l'oxygène. Et c'est comme ça que les battements de cœur commencent à s'accélérer. Maintenant, les battements de cœur peuvent être affectés de différentes façons. Donc, il y a des personnes qui vont dire, on peut faire du sport, donc on peut aller à l'extérieur sur la piste de course, on peut utiliser des escaliers pour les monter et les descendre, on peut faire des activités comme des jumping jacks, comme ceci. Et l'idée, c'est que, en fonction du temps, comment est-ce que les battements du cœur changent? Ça peut être aussi, il y a des personnes qui peuvent utiliser différents équipements, différents types de souliers, dépendant du type de sport qu'ils font. Une autre chose que vous pourriez faire, c'est, j'ai un élève qui m'a dit, moi j'aimerais voir comment le battement de cœur est affecté par l'environnement. Donc lui, il a dit, son idée, c'était de prendre un film d'horreur et de l'écouter et de regarder le battement de cœur au fur et à mesure que le film avançait. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est une question qui est à base scientifique, qui peut être obtenue par le battement de cœur, et surtout, c'est basé sur l'intérêt de cette personne. Parce que bien sûr, lorsqu'on fait des films, il y a les actions, il y a la musique, il y a toutes sortes de choses à considérer. Donc ça, ce sont des points qui peuvent être intéressants pour vous. Utilisez votre corps le plus possible, parce que plus on sait des choses sur notre corps, plus c'est intéressant. Surtout qu'en 2023, on a facilement accès à des bracelets, des montres qui donnent des informations sur le corps de la personne, comme les battements de cœur, quantité d'oxygène et autres aspects. Et souvent, on ne sait pas toutes les données qui sont disponibles. Donc, si vous avez une montre bracelet, maximisez l'information que vous pouvez obtenir et bien sûr, analysez-les. Donc ça, c'est intéressant. Un autre point que j'avais intéressant, c'est, je vais le mettre en mauve comme de façon à être constant. On peut utiliser les plantes facilement. Donc, si vous avez plus de temps, vous pouvez faire germer des graines et les faire pousser et changer le type d'eau qui est donné avec des concentrations de fertilisants ou d'autres types de solutés. Vous pouvez bien sûr changer la quantité de lumière, la longueur d'onde de la lumière.
Donc, c'est une plante à une lumière bleue, une lumière rouge ou une lumière verte. Est-ce que ça affecte la croissance? Une autre chose qui est intéressante, et moi je vais dire, j'aime bien cette expérience. Donc, je n'enseigne pas le cours de biologie cette année sur cela, mais une expérience que j'adore beaucoup, c'est que nous avons ici un bécher. Dans le bécher, nous mettons de l'eau, comme ceci, et je vais chercher des plantes aquatiques. Donc, comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est que les plantes aquatiques sont des plantes, bien sûr, où il y a la photosynthèse et il y a de l'oxygène qui est créé. Et ce qui est fantastique, c'est que les plantes comme ceci, si nous coupons la tige comme cela et on le met à l'envers, on peut voir des petites bulles qui sont créées. Alors, je n'ai pas mon vidéo ici, mais si vous allez sur Internet, on peut actuellement voir des petites bulles d'air ou des bulles d'oxygène qui sont créées. Et souvent, on peut compter ces bulles. Donc, si nous avons un bécher comme ceci et que nous avons de l'eau seulement, on a peut-être, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 petites bulles comme ceci qui sont créées à chaque seconde. Par contre, si on met du bicarbonate de soude, si on met un peu de fertilisant, donc si on change les conditions ici, la quantité de petites bulles qui sont produites augmente. Si on prend la lumière, on peut prendre une lampe, par exemple, et contrôler la quantité de lumière. Et en passant, on peut contrôler la lumière ici de la lampe de poche de notre téléphone. Donc, si on est dans une pièce qui est sombre, si on a peut-être 10% de lumière, 20%, 80% de lumière ici, on peut remarquer que plus il y a de la lumière, plus il y a de la photosynthèse dans la plante, plus il y a de petites bulles qui sont formées. Et ça, c'est excitant parce que ce sont des données qui existent, que l'on voit, qui sont empiriques et on peut analyser. Maintenant, cette idée ici d'utiliser les algues, c'est important parce que c'est une bonne source de création de nourriture et d'oxygène. Donc, lorsqu'on parle de voyages spatiaux, c'est quelque chose qui est intéressant de ce côté-là. Et bien sûr, si vous avez un magasin qui vend des poissons, des aquariums et tout, il y a toujours des petites algues. Donc, ce n'est pas toutes les algues qui fonctionnent bien, mais c'est une façon de pouvoir faire un labo en biologie à l'intérieur de notre classe de sciences. Alors, j'ai des élèves qui étaient absents et absentes depuis les vacances. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un panneau solaire dans lequel je leur donne accès. Et avec le panneau solaire, qu'est-ce que je fais? C'est que je leur dis, si nous avons 100% du panneau solaire qui est disponible, combien de volts est produit? Et la question qui est très, très simple est la suivante. Si je suis pour couvrir 50% de ce panneau solaire, ou 25% ou 75%, pour ceux qui sont plus avancés, je leur donne 100% du panneau solaire, 90, 80, 70, donc je change au 10%. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne peut comprendre l'efficacité de notre panneau solaire. Et chose intéressante, dans la classe cette semaine, lorsqu'on faisait l'expérience, ma classe qui commence à midi pouvait produire c'était 18,78 volts. Par contre, ma classe de 2 heures l'après-midi pouvait produire 18,42 ou quelque chose comme ça. Donc, dépendant comment le soleil est dans le ciel et le temps, on a des données différentes. Vous allez dire, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Il y a des manufactures qui font des panneaux solaires et ça fait partie de leur travail, ça fait partie du développement. Donc, ce sont tous des idées applicables. Un autre exemple que l'on peut faire, c'est l'optique. Lorsqu'on est en optique, chose intéressante, la lumière change de direction dépendant le milieu où il est. Donc, je vais faire un exemple ici.
Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'exemple en optique. Je vais voir si je peux faire cela peut-être dans le mois de février ou mars, lorsque je ferai des vidéos sur l'optique. Si nous avons un rayon qui arrive comme ceci, le rayon change de direction, comme ceci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce changement de direction, avec un peu de trigo, nous permet de pouvoir identifier le matériel que... Alors ici, on utilise des matériaux qui sont des demi-lunes comme cela. Donc, si on a une lentille qui est faite d'acrylique ou de plastique, ça fonctionne très bien. Par contre, il y a des contenants en demi-lune, donc ça ici c'est carré, mais il y a des contenants vides en demi-lune qui sont disponibles. Et ça, c'est intéressant parce qu'à mon école, ce que je fais, je leur dis, OK, si nous avons un contenant vide, on va essayer de trouver l'indice de réfraction de différents types de liquides. Donc, on peut utiliser l'éthanol, on peut utiliser l'huile végétale, on peut utiliser la glycérine. Donc, on peut utiliser différents liquides pour trouver l'indice de réfraction de celui-ci. Ou inversement, moi, je peux leur donner un liquide inconnu et ils doivent prendre les mesures pour découvrir quel est le matériel. Ça, c'est toujours un labo qui est intéressant à faire. Une autre chose qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique. Donc, la capacité thermique, c'est la possibilité d'un matériel d'absorber la chaleur. Donc, habituellement, je prends des contenants. J'aime bien les béchères parce que ça nous permet de voir ce qu'il y a. Par exemple, on peut décider de mettre un peu de terre. Et ce que je fais, nous mettons ici un thermomètre et une lumière qui arrive comme ceci. Et l'idée, c'est que lorsqu'on a un contenant, disons qu'on a ici la Terre, nous avons une lumière qui brille sur la Terre. Ça veut dire que le sol ou le sable, ça peut être aussi l'humus, va réchauffer de l'extérieur et ça va réchauffer, la température va aller vers l'intérieur jusqu'à ce que le thermomètre nous indique les changements de température dans le milieu de celui-ci. Donc, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que si on a de l'humus, qui est une matière qui est solide mais foncée, celui-ci a tendance à absorber beaucoup de chaleur. Mais on peut varier cela. On peut utiliser de l'humus, mais qu'est-ce qui arrive si on ajoute de l'eau dans l'humus? À ce moment-là, on se retrouve un peu comme un marécage et on peut faire le travail. On peut faire la même chose avec le sable. Donc, si vous êtes allé à la plage, vous savez que s'il fait très chaud, nos pieds vont être... c'est comme si on se brûlait les pieds sur le sable chaud. Mais si on prend nos pieds et on enlève peut-être, je ne sais pas, 10 cm de sable, on se retrouve avec du sable humide et c'est très frais. Donc, le sable conduit la chaleur. Donc, on peut utiliser le sable pour voir comment ça fonctionne. Et on peut aussi, bien sûr, utiliser de l'eau parce que lorsque l'eau ici est réchauffée, il y a de la convection ici à l'intérieur. Et donc, le comportement du changement de chaleur dans le sol, dans le sable, dans l'eau est différent. Et ça, c'est important parce qu'on peut appliquer cela à tout ce qui s'appelle les climats et les changements climatiques. Parce que si on peut comprendre comment est-ce que la chaleur est contenue dans la matière, comment est-ce que la chaleur est contenue dans l'eau ou les océans, on peut bien comprendre beaucoup mieux les modèles climatiques. Donc, vous voyez, toutes ces idées ici peuvent être applicables à la vraie vie. Un autre sujet, bien sûr, c'est les exoplanètes. Donc, ce matin, un peu plus tôt, j'ai montré cela, mais vu que c'est une autre vidéo, voyons voir où est cette petite photo. Je vais la mettre ici. Donc, lorsqu'on a une exoplanète,
qui est dans l'espace. Nous avons une étoile et ici, on a un exemple de graphique où on a la lumière qui nous arrive d'une étoile. Et ici, on a une baisse de la quantité d'énergie qui arrive à un télescope. Et lorsque la planète est passée devant l'étoile, la lumière revient. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça en laboratoire? Alors ça, c'est intéressant. Vous avez une lampe, comme ceci, et ce que vous faites, c'est que vous avez différents objets. Vous prenez peut-être des morceaux, alors vous pouvez prendre soit des ballons, des balles ou des cercles en carton que vous faites passer devant la lampe. Et ce que vous faites, c'est que vous avez ici, vous avez ce qu'on appelle un luxmètre. Un luxmètre, c'est un appareil qui mesure la quantité de lumière qui arrive. Et ce qui est fantastique, c'est que vous pouvez aller et télécharger ici, avec votre téléphone, dépendant qu'est-ce que c'est, vous pouvez aller chercher un appli qui est un luxmètre pour lire la quantité de lumière qui arrive. Et ça, c'est intéressant parce que vous finissez par comprendre comment est-ce que l'on peut observer les exoplanètes qui sont autour d'une étoile lointaine. Donc, le principe est exactement le même et ça, c'est un projet qui est toujours excitant à faire. Le dernier qu'on va faire, ça se rapporte un peu à la chimie. La dissolution, comme cela. Alors, c'est tout ce qui s'appelle la dissolution de différentes substances. Donc, si vous êtes dans les années, vous commencez les sciences, vous pouvez regarder comment est-ce que différents produits comme le sucre et le sel se dissouent dans l'eau. Vous pouvez, si vous êtes, plus avancé, vous pouvez regarder la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau. Il y a des appareils maintenant qui mettent du gaz carbonique dans les liquides pour avoir des breuvages qui sont avec du gaz carbonique. Vous pouvez aussi faire la quantité maximale qu'un certain produit peut contenir. Donc, on peut faire, par exemple, si on prend le sucre, par exemple, on peut avoir quelques grammes de sucre qui nous donne une eau qui est sucrée, mais on peut avoir aussi un sirop très épais. Comme chez nous, nous avons, par exemple, le sirop d'érable ou la tire d'érable qui est à ce moment-là un fluide qui est beaucoup plus épais car il contient une grande quantité de sucre. Je me rappelle, il y a quelques années, pour ceux qui aiment la cuisine, si on prend par exemple un vinaigre balsamique et qu'on va faire une évaporation de façon à ce qu'on ait une sauce fantastique pour les repas, c'est le même principe. Alors, combien de solutés qu'on peut dissoudre dans un liquide ou comment est-ce que l'évaporation d'un liquide peut affecter notre expérience. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous êtes plus avancé, vous pouvez bien sûr utiliser les acides et les bases de façon à ce qu'on peut voir comment est-ce que le temps de dissolution dans une acide ou une base, et bien sûr, il faut être sécuritaire lorsqu'on fait ceci. Ça nous permet de mieux comprendre les détergents et certaines réactions chimiques industrielles. Et bien sûr, parlez à votre enseignant ou enseignante pour s'assurer que ce soit, comment je pourrais dire ça, sécuritaire. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on fait un laboratoire, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une question. Comment est-ce que on a une variable? Comment est-ce que, je ne sais pas, les battements de cœur sont affectés par quelque chose? On peut avoir comment est-ce que l'énergie produite est affectée par la quantité de lumière, comment est-ce que la température d'une substance est affectée par le temps, la quantité de lumière. Et bien sûr, vous pouvez inverser de votre question en disant comment est-ce que, je ne sais pas, le nombre d'activités physiques affecte le battement de cœur. Donc, c'est toujours une question de poser une question et comme ça,
vous pouvez faire un labo qui peut être différent que ce que le reste de la classe va faire. Parce que lorsqu'on fait des sciences, on peut faire ce que le groupe fait, qui est fantastique. Mais quelquefois, si on a une idée qui est un peu différente, vous pouvez la suggérer. Vous allez voir, quelquefois, les enseignants aiment ces idées d'avoir quelque chose de différent pour la classe. Donc, ceci est des exemples de projets d'enquête scientifique pour votre classe et peut-être que vous allez trouver des idées ici intéressantes pour vous. Alors, bon succès ici. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.